pourquoi on a besoin d'Europe aujourd'hui ? On a besoin d'Europe parce qu'on est dans un monde de plus en plus instable où chaque pays pris indépendamment en Europe sera de toute façon dépecé économiquement au minimum par les grands ensembles que nous avons, que sont la Chine, que sont les États-Unis, et on voit bien les évolutions de ces différents pays. Le problème, c'est que la carte du monde, alors elle est un peu petite, mais la carte du monde à l'avenir de la prise de décision, c'est celle-ci. Vous voyez la Chine, vous voyez les États-Unis, vous voyez une Europe qui est complètement isolée si elle n'est pas unie. Il faut savoir qu'il y a un pays européen qui sort du G8 tous les 10 ans. En 2050, on ne sera même plus présent autour de la table des négociations. Et c'est extrêmement important pour pouvoir peser sur les crises face auxquelles on doit répondre. Évidemment, il y a la crise environnementale, il y a des crises économiques, monétaires, comme on peut voir. Et donc, il faut qu'on soit unis pour réussir à œuvrer et à rendre le projet européen plus fort. Pour le faire, 2 niveaux. En interne, il faut qu'on mette une meilleure coordination au sein des États membres. Il faut lutter contre le dumping qu'on peut avoir fiscal et social entre les différents États membres. On parlait de la mondialisation et de la relation de l'Union européenne en mondialisation. Je pense que c'est un point extrêmement important. Il faut le faire aussi d'un point de vue environnemental, on y reviendra plus tard, mais on a un marché commun extrêmement puissant. Il suffit de voir la difficulté des Britanniques à sortir de ce marché commun, parce qu'ils pensaient que c'était un peu à la carte, pour voir que ce marché est une chance importante. Et il faut aussi rendre le projet plus juste au niveau international, c'est-à-dire arrêter d'avoir des marchés ouverts, par exemple, lorsque les partenaires commerciaux ont des marchés fermés. Je pense par exemple à l'ouverture toute relative des États-Unis ou encore plus relative de la Chine et autres. Et il faut pouvoir mettre en place une éthique des entreprises. Ça, c'est ce que nous proposons, une directive éthique des entreprises pour la liste Renaissance. C'est-à-dire que les entreprises qui font travailler des enfants, qui ne respectent pas les critères environnementaux, etc., soient interdites de vente sur le marché commun ou alors taxées de façon à limiter au maximum cette emprise. Donc il faut mener ce combat des 2 côtés, et pour mener ce combat, il faut qu'on le mène ensemble de façon à pouvoir justement garder le contrôle, reprendre même le contrôle et pouvoir développer ce projet. Parler de ces 2 sujets, ça ne va pas être facile. Je pense que la question environnementale dépasse largement le clivage gauche-droite et c'est tout à notre honneur de s'y atteler. La première chose, c'est que l'Union européenne est le bon échelon pour régler les questions environnementales. Je ne comprends pas comment on peut faire seul, à 65 millions de Français, à pouvoir espérer résoudre ce problème. Donc on a besoin de le faire ensemble. Il faut aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est sûr. Je pense qu'on a tous échoué collectivement dans nos responsabilités qu'on peut avoir. Certains ont déjà porté des projets très forts. Il faut qu'on aille extrêmement loin. Il faut qu'on utilise l'Union européenne comme notre main verte. C'est le bon échelon. Encore une fois, il faut qu'on puisse utiliser notre marché commun pour faire de l'extraterritorialité. Il n'y a pas que les Américains qui peuvent en faire. Autant en faire nous aussi pour influencer les échanges économiques que nous pouvons avoir. Et comme ça, contraindre les autres ensemble à respecter un certain nombre de normes environnementales. Puisque sinon, ni les États-Unis, on l'a bien compris avec Donald Trump, ni la Chine, l'Inde ou autre, ne vont se mettre dans cette dynamique-là. Et on a besoin de tout le monde pour réussir à relever ce défi environnemental. Il y a déjà des choses qui fonctionnent bien. Il y a les certificats d'économie d'énergie, par exemple, qui viennent d'une directive européenne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça oblige les énergéticiens, entre autres, à faire des économies sur leur fonctionnement. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui, du coup, s'occupent à rénover les biens, les logements. Et ça permet aussi, et c'est social, de le faire à moindre coût pour des personnes qui n'ont pas toujours les moyens, puisque ceux qui ont souvent des biens, des logements qui sont énergivores sont souvent ceux qui n'ont pas pu faire d'investissement suffisamment important. Les propositions que nous portons une proposition sur la Banque du climat. Je crois qu'Europe Écologie Les Verts aussi en porte une un peu parallèle, vous aussi d'ailleurs. Vous voyez, on aura une majorité certainement sur ce sujet-là au Parlement européen, tant mieux. La question évidemment de la taxe carbone, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. La défense de la PAC, il faut qu'on arrive à mettre en place une PAC qui se verdisse aussi bien évidemment pour la durabilité, mais aussi pour les agriculteurs. Ce sont les premiers qui subissent les conséquences du glyphosate et autres. C'est pas évident, ça va peut-être trop lentement, mais en tout cas, il faut s'investir sur cette question-là. Et puis, on n'a pas parlé du tout des zones marines, pourtant on est en Loire-Atlantique. Il faut qu'on augmente le nombre de zones marines protégées, avec Natura 2000 entre autres. Et c'est important pour la France aussi, puisqu'on a toute une question sur l'outre-mer. Sur la sécurité, très rapidement. Schengen est une chance. On est content de passer la frontière, d'aller en Belgique et autres sans trop de difficultés. Et moi, je regrette pour les députés européens du Front National, ceux qui sont pour le Frexit, etc. Ils vont être obligés de montrer leur passeport à chaque fois qu'ils vont à Bruxelles. Alors je les rassure, la plupart vont plutôt à Strasbourg qu'à Bruxelles, puisque c'est là où la présence est comptée.
Mais il faut vraiment qu'on considère et qu'on comprenne que Schengen est une force. Et moi, j'ai 36 ans et je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. Et ben, c'est quand même bien de pouvoir voyager facilement et de pouvoir le faire. Maintenant, tout n'est pas parfait. Et il faut défendre la mise en place de frontières extérieures à Schengen pour être sûr, je vais faire très vite, pour être sûr de sécuriser l'ensemble, non pas sécuriser pour sécuriser. Le jour où il y aura des migrations environnementales très fortes, de toute façon, que vous mettiez un mur, un barbelé ou autre, de toute façon, les gens viendront. Mais sécuriser pour comprendre qui rentre sur notre territoire et pour gérer l'aspect économique, on ne peut pas toujours répondre positivement. Et puis, l'aspect des personnes qui quittent leur pays parce qu'ils sont en guerre, et là où il faut les accueillir. Donc pour ça, on renforce Frontex, on met en place des centres d'examen pour étudier les demandes, parce qu'aujourd'hui, ça prend plusieurs années et c'est inacceptable. Et puis, on harmonise les critères ainsi que la liste sûre entre les pays de l'Union européenne. Sur la RGPD, évidemment, il faut qu'on arrive à investir davantage et plus rapidement dans le droit français, que les entreprises le fassent. Les directives européennes, on traîne souvent, parfois on fait de la surtransposition. Et quand on fait de la surtransposition, on aime bien dire que c'est de la faute de Bruxelles. Comme ça, Bruxelles, c'est une espèce d'ensemble large. Ça, personne ne répond, c'est quand même plus simple. Donc il faut vraiment qu'on travaille dessus. Surtout que c'est assez symptomatique de l'état d'esprit que l'Union européenne a. Et nous, pour développer, pour aller plus loin cet état d'esprit de la RGPD, c'est pas la Silicon Valley, justement. Les données nous appartiennent, c'est à nous. Chacun a cette liberté-là. On est pour une agence de la protection de la démocratie qui va dans le même sens, qui va plus loin aussi, pour protéger l'état d'esprit aussi de nos États, entre autres sur ces questions de numérique. Je suis désolé, moi la Russie, c'est pas mon truc avec Poutine. Donc résultat, moi je veux une démocratie. On ne met pas les opposants en prison. On ne fait pas glisser les journalistes. On ne fait pas. Je pense que ça fait. Je pense que les journalistes morts en Russie qui ont glissé d'un pont, etc., méritent quand même un peu de respect et un peu de faire attention aussi, je pense. La liberté d'expression qu'on a en France, je pense, n'est pas tout à fait la même qu'en Russie, à moins que vous y étiez. Ensuite... Monsieur Boucher, c'est juste à vous, après vous allez pouvoir répondre. L'Alliance rouge-brun. Sur le terrorisme, puisque j'ai été interrogé dessus, je suis désolé, il y a... Pardon, excusez-moi, je veux bien vous répondre aussi. Je réponds juste sur le terrorisme, et si vous avez une interrogation, je peux répondre avec grand plaisir aussi. Je suggère que ces discussions presque bilatérales aient lieu ensuite, en dehors. Sur le terrorisme, déjà, il y a une première chose, c'est un élément à prendre en compte aussi. Il y a un certain nombre de terroristes qui sont français, comme vous et moi, qui avaient la nationalité française. Donc vous fermez les frontières entre... Mais... Oui, d'accord, mais donc qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la frontière entre la France, la Belgique, la France, l'Italie, etc. C'est pas la solution. C'est comme les fichiers S. Les fichiers S, ils doivent être surveillés, ils doivent être protégés dans la surveillance. La police doit les surveiller. Mais il faut qu'ils soient surveillés. On a certainement un problème de moyens là-dessus. Mais tant qu'ils ne sont pas passés à l'acte, on est dans une société où, quand les personnes ne sont pas passées à l'acte, on ne peut pas les arrêter, sauf si on a un faisceau trop important qui permet justement de les arrêter. Mais les fichiers S, c'est pas cette fiche-là. Je suis désolé. Deux points qui nous rapprochent d'ailleurs de l'UDI sur ce point-là, parce que c'est en termes de sécurité, j'ai pas pu le dire tout à l'heure. Deux points, Europol. Il faut que Europol se transforme vraiment en police criminelle européenne. On en a besoin. Si on a un espace commun, il faut qu'on l'ait. Et la deuxième chose, c'est le parquet européen. C'est vrai que c'est important aussi, puisqu'on le voit, il y a souvent des problèmes lorsque les affaires passent les frontières. Il y a souvent des problèmes de suivi. Donc il faut absolument qu'on arrive à mettre un peu de lien entre les différents pays européens et les services de sécurité aussi.